C'est pas Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Christophe d'être avec nous ce soir sur Orm Live pour cette, Merci à toi de m'avoir invité, Marie-Alix. pour cette seconde conférence rencontre voilà, sur le thème de l'ère du Verseau, qui est un thème dont on entend beaucoup parler. Donc, tu vas nous apporter ta vision d'astrologue et voilà, en ramenant sur le soi, devenir soi à l'ère du Verseau. Juste pour te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu es coach transpersonnel. Tu as été formateur d'adultes pendant de nombreuses années auprès de ministères, d'entreprises, d'organismes publics et d'associations. Tu travailles beaucoup sur tout ce qui est dynamique d'équipe, l'intelligence collective également, le développement personnel. Et puis tu as accompagné des adultes, entre autres au CNAM, dans tout ce qui était changement de les accompagnements de changement de vie, changement de projet. Et en parallèle, tu t'es toujours intéressée donc à la spiritualité et l'astrologie, dont tu vas nous parler un peu plus en détail ce soir. Non. Alors, Excusez-moi. Ça commence. Oui, effectivement, merci Marie-Alix voilà, d'être présent ce soir. Nous allons parler de l'ère du Verseau et je vais expliciter ce titre, Devenir soi à l'ère du Verseau. Alors, quelques mots sur mon parcours d'astrologue, puisqu'effectivement, comme tu le disais, j'ai fait quand même une carrière pendant presque une trentaine d'années en tant que formateur d'adultes et accompagnateur d'adultes dans des masters professionnels. Et à côté de ça, donc depuis plus de 40 ans, je me suis intéressé à l'astrologie et pour les personnes qui sont présentes et qui eux aussi font de l'astrologie, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que je me suis formé en traçant mon propre parcours, mais en rencontrant et au contact de beaucoup de gens et de beaucoup de courants de l'astrologie. Voilà. Donc ça pour préciser que je n'appartiens pas, entre guillemets, à un courant en particulier dans le domaine de l'astrologie. Voilà. Alors, pourquoi ce titre Devenir soi à l'ère du Verseau? Déjà, c'est pour comprendre quels sont les enjeux de cette nouvelle ère, puisque effectivement, quand on s'intéresse au développement personnel et à la spiritualité, on entend parler à un moment donné ou à un autre de l'ère du Verseau. Alors, il faut savoir au départ que c'est une notion d'astronomie, puisque ça correspond à un mouvement qu'on appelle la précession des équinoxes, qui a été découvert, on en est sûr, à 150 avant Jésus-Christ, mais certains pensent que les astrologues babyloniens connaissaient ça, éventuellement d'ailleurs les anciens Égyptiens, c'est-à-dire qu'il y a une rotation de la Terre sur son axe qui met environ 26 000 ans à faire un tour complet. Et donc, du coup, comme vous le savez sûrement, pendant de nombreux siècles, astronomie et astrologie étaient la même discipline, c'est-à-dire, en tous les cas, étaient les deux faces de la même discipline, c'est-à-dire l'astronomie, c'est l'observation du mouvement des planètes et des astres, et l'astrologie, c'est l'interprétation symbolique de ces mouvements-là. Et en France, par exemple, c'est en gros au début du XVIIe siècle, avec la condamnation de Galilée en 1716, qu'il y a eu une séparation majeure entre l'astronomie et l'astrologie. Donc, toujours est-il que pour les astrologues, la précession des équinoxes a un sens et du coup, comme ce mouvement couvre en gros 2160 ans et que si on fait remonter, je dirais, l'émergence de l'ère des poissons au 1er siècle de notre ère, donc ça veut dire que on s'est dit, voilà, avec l'an 2000,
on va rentrer dans une nouvelle ère, et comme le mouvement, la précession des équinoxes a un mouvement rétrograde, eh bien, on passe d'un décor marqué par le signe des Poissons à un décor marqué par le signe du Verseau. Alors, vous allez me dire, dans le ciel, il n'y a pas des grands traits ou des grandes lignes droites qui disent voilà, on était dans le Poisson, maintenant on passe dans le Verseau. Donc, comment on fait pour repérer justement l'émergence du nouvel ère? Ça, c'est important. Bon, on peut dire que déjà, on s'appuie sur des éléments concrets, et sûrement qu'on peut situer une des premières émergences de l'ère du Verseau avec la Révolution française. On peut dire que le triptyque liberté, égalité, fraternité, on peut mettre la pancarte sur un natif du Verseau et on ne va pas se tromper. Donc, ça veut dire que la Révolution française déjà a marqué une première étape dans cette ère du Verseau. Mais de mon point de vue, dès le 19e siècle, il va y avoir de grands mouvements qui vont agiter, entre guillemets, la société. Donc, d'abord, ça va être l'émergence de la théosophie avec Madame Blavatsky, c'est-à-dire tout d'un coup, on va sortir de notre culture, de notre religion, et on va aller chercher ailleurs, et notamment en Orient, d'autres éclairages et d'autres dynamiques. Et bien entendu que ce mouvement-là ne va faire que s'accroître, puisque j'ai connu un des premiers professeurs sur la place de Paris de yoga. À l'époque, le yoga était confidentiel, était même pour certaines personnes un peu curieux, pour ne pas dire plus. Donc ça veut dire que il y a eu ce mouvement, et puis je vais parler aussi du spiritisme, puisque Allan Kardec, n'ayant pas bonne presse en France, mais étant, je dirais, un des Français les plus connus au Brésil, par exemple, eh bien, lui qui était un grand éducateur, eh bien, a été le codificateur d'un très grand mouvement qui a été le spiritisme, qu'on a souvent tourné en ridicule, mais qui montrait déjà que il y avait l'émergence d'une dynamique qui était la capacité pour des individus ordinaires de communiquer avec des niveaux d'énergie différents, hein, pour le dire de façon simple et rapide. Donc il y a des événements sociétaux qui montrent qu'à un moment donné, la société change, évolue. Ensuite, bien sûr, il y a les voyants, les médiums, c'est-à-dire les gens qui ont la capacité, à un moment donné, de par une perception sensible, eh bien, de percevoir des choses que nous ne percevons pas forcément directement. Donc, je vais juste citer un exemple, par exemple, Dialogue avec l'ange, et donc avec Anna, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, va transmettre un certain nombre de messages qui, aujourd'hui, constituent probablement un repère essentiel dans l'émergence d'une nouvelle spiritualité, si je puis employer ce mot-là, puisqu'elle n'est pas inféodée à une religion en particulier. Ensuite, il y a les pionniers. Alors, les pionniers, c'est pour moi des gens qui sont à la fois intuitifs et qui vont en même temps agir, c'est-à-dire mettre en acte ce qu'ils perçoivent de nouveau. Alors, on peut citer par exemple Jung. Jung, en dehors pas en dehors, mais à côté de sa carrière de psychiatre, psychanalyste reconnu dans le monde entier, et qui a écrit donc des livres très, très importants, Jung, dès l'âge de 30 ans, montait des thèmes astrologiques. En 1947, je relisais encore hier, dans un courrier qui, en réponse à un échange avec un confrère, il dit que en fait, il passe ses soirées à monter des thèmes parce que quand il a le sentiment de bloquer dans l'analyse avec un patient ou une patiente, eh bien, il lui demande ses coordonnées de naissance et il dit quasiment à chaque fois qu'il trouve des clés pour aller plus loin avec cette personne. Je vais citer Françoise Dolto.
Pourquoi Françoise Dolto? Parce que d'abord c'est quelqu'un qu'on connaît, dont on a tous entendu parler, et Françoise Dolto va apporter une révolution majeure, c'est-à-dire considérer l'enfant comme un sujet. Ma belle-mère, qui était à l'époque infirmière, me disait que quand un enfant naissait, on le mettait dans des grandes salles avec des tas d'autres bébés et finalement, on s'occupait des bébés comment? Eh bien, on leur donnait à manger, on les changeait tous les X heures et c'était la seule façon dont on pensait bien s'occuper d'un enfant. Françoise Dolto, à partir du moment où elle a dit l'enfant est un sujet, eh bien, elle a transformé le rapport que nous avions avec les bébés et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, un enfant qui naît, c'est déjà un petit roi ou une petite reine en devenir. Donc ça veut dire que François Dolto a été très important. Et puis, je vais citer aussi Findorn, avec Eileen Cady, son mari, et puis Dorothy McLean, je veux dire, qui ont créé au départ dans une aventure absolument incroyable, puisque essayer de planter, ils n'avaient plus rien, donc ils ont fait leur potager sur une plage vantée d'Écosse. C'est pas forcément le meilleur terrain où j'irais m'installer pour faire un potager, je vous le dis tout de suite. Et parce que donc aussi bien Eileen Cady que Dorothy McLean avait la capacité de communiquer avec les Devas, eh bien, et ils ont créé un jardin extraordinaire qui est devenu aujourd'hui un centre très, très important sur le plan des énergies renouvelables et puis en termes de nouvelles cultures. Voilà. Donc ça, ce sont les pionniers. Et juste pour boucler cette partie, je dirais que en fait la dernière grande conjonction qui me paraît intéressante planétaire, c'est-à-dire la conjonction Uranus-Neptune qui a eu lieu en 89 sur 89, 92, 93. En fait, 89, c'est la chute du mur de Berlin, et on peut dire que parce que j'intervenais en entreprise, à partir des années 90, l'informatique et toutes les technologies ont transformé la société. Voilà. Donc, du coup, voilà comment on repère l'émergence d'une nouvelle ère, c'est-à-dire qu'en fait, on repère la convergence d'un certain nombre d'éléments voilà, qu'on estime être, comment est-ce que je pourrais dire, cohérents ou en correspondance avec ce qu'on pense être le nouvel état du monde. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai donné là, ce sont des éléments qu'en tant qu'astrologue, on se dit, mais tiens, ça va dans le sens du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du signe du Verseau? Et après, je vous dirai pourquoi devenir soi à l'ère du Verseau. Donc, il faut patienter encore un petit peu. Donc, le Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air, et je dirais même que le Verseau représente l'espace, le cosmos, l'universel, donc ça veut dire même l'éther. Donc, le Verseau, c'est l'espace. Et on peut dire qu'un natif du Verseau, potentiellement, va se considérer comme un citoyen du monde. Du monde, c'est-à-dire que pour lui, voilà, le monde, tous les êtres qu'il peut rencontrer, eh bien, ce sont des frères, ce sont des sœurs, enfin, ce sont des individus à qui il va reconnaître justement cette capacité d'être voilà, d'être des pères. Voilà ce que... Alors, qui dit signe d'air dit en astrologie relation et interaction. En astrologie, il y a 3 signes d'air. Il y a les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Les Gémeaux, c'est les relations avec l'entourage proche. On dit les frères, les sœurs, c'est l'entourage proche. La Balance, ce sont les relations avec le conjoint, avec l'associé. On est encore dans une dimension personnelle.
le signe du Verseau, lui, ce sont les relations avec la communauté humaine et surtout la communauté de cœur et la communauté d'esprit. D'où l'importance des amis, des amitiés, des relations, du réseau. Donc, ça veut dire que, en fait, avec le Verseau, vous avez des individus qui, à un moment donné, trouvent beaucoup plus de résonance et d'acquaintance avec une famille de cœur ou une famille d'esprit qu'avec leur propre famille. Pourquoi? Tout simplement parce que leur dynamique personnelle les pousse à s'ouvrir sur le monde, sur l'extérieur, et que peut-être, eh bien, au niveau de la famille, on est encore dans quelque chose qui est plus fermé. Et puis, qui dit espace dans le Verseau dit aussi énergie visible, mais aussi énergie invisible. Je lisais encore il n'y a pas longtemps un article sur la physique quantique, c'est vertigineux. Et d'ailleurs, un physicien a dit quand on pense comprendre la physique quantique, c'est qu'en fait on n'a rien compris. C'est mon cas, je veux dire. Donc, c'est vertigineux, puisque aujourd'hui, on en est à une perception, à un traitement de la matière qui est au-delà, évidemment, de nos cinq sens, de ce qu'on peut percevoir en tant qu'individu normal. Donc, ça veut dire que je parlais de communauté tout à l'heure. Moi, ce qui me semble important, c'est que, effectivement, au niveau du Verseau, on voit que nos relations sont non seulement avec des êtres de chair, mais éventuellement avec des êtres invisibles. Et ça veut dire qu'il y a des communautés énergétiques comme ça qui existent. Et j'en fais l'expérience assez régulièrement. Tout d'un coup, je pense à quelqu'un qui a vécu, je me dis, tiens, je vais m'intéresser. Et hop, et tout d'un coup, je trouve des accointances avec cette personne-là. Alors, pourquoi, comment, ne me demandez pas. Le Verseau, c'est le règne de l'humanisme et de l'idéalisme. Le Verseau a d'ailleurs un intellect important et un intellect plus important que les sentiments, par exemple. C'est quelqu'un qui est plus dans l'intellect que dans les sentiments. Et ça veut dire que à partir du moment où, dans la dynamique du Verseau, on croit à un idéal, à la limite, les contingences matérielles n'existent plus beaucoup. Hein. Donc, ça veut dire que c'est une énergie qui est beaucoup portée par des valeurs et par l'idéalisme. Le Verseau, c'est aussi la technologie, les progrès scientifiques. J'y ai déjà fait allusion. C'est vrai que les évolutions depuis 50 ans en physique et dans beaucoup de domaines sont assez inimaginables. Le Verseau est un signe paradoxal parce que en fait, la dynamique du Verseau, c'est une dynamique d'un sujet qui se veut libre, indépendant, et en même temps qui est complètement nourri par l'interdépendance. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, en fait, qui se veut libre de sa destinée, mais en même temps, dont la nourriture et l'essence, c'est l'interaction et c'est la relation avec les autres. Et puis enfin, sur le plan spirituel, on peut dire que le Verseau signe d'abord des cheminements qui sont des cheminements individuels, qui puisent, s'il le faut, dans toutes les traditions. Donc, ça veut dire que on a affaire à des parcours qui sont en fait des parcours autonomes à ce niveau-là, et où eh bien, la personne avance en se laissant porter et inspirer par ce qui lui semble le plus intéressant, le plus qualitatif. Et
et je dirais que si on devait, en termes d'amour, qualifier la dynamique du Verseau, c'est l'amour fraternel, c'est la compassion. Hein, chez les Grecs, c'est l'agapé. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui, en termes d'hypothèse, constituerait la nouvelle ère dans laquelle nous entrons et qui donc marque, de mon point de vue, un certain nombre d'évolutions actuelles. Alors, pourquoi devenir soi à l'ère du Verseau? En fait, quand on parle d'une ère, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le signe principal, donc c'était les Poissons, maintenant c'est le Verseau, mais sur l'axe dans lequel se situe, sur le plan astrologique, ce signe. C'est-à-dire que à l'ère du Poisson, la porte d'entrée dans les Poissons, dans la dynamique des Poissons, c'était la Vierge. Alors, je vais le faire rapide, hein, mais si on prend l'histoire hein, du christianisme et de la religion hein, qui a marqué malgré tout les premiers siècles, c'était quoi les qualités qu'on attendait de quelqu'un qui s'engageait dans cette voie-là? C'était l'humilité, la simplicité, la modestie, le dépouillement, l'abstinence, autant de qualités propres à la Vierge. Vivons petits, vivons cachés. C'est quoi la valeur de la Vierge? C'est être utile, être serviteur, aider les pauvres et se sentir utile justement en se mettant au service des plus petits, hein, de ce qu'on appelait les plus petits, les malades, parce que la Vierge est un des 3 signes dans le zodiaque qui régit tout ce qui tourne autour de la médecine, le dévouement, l'abnégation, voire le martyr, hein, se contenter de… Voilà, ce sont des qualités vierges. Eh bien, la Vierge était une dynamique majeure pour pouvoir accéder au Verseau, c'est-à-dire à l'ouverture mystique. Si on passe maintenant au Verseau, ce n'est plus la Vierge qu'il y a en face. La porte s'appelle le lion. Et le lion, ce n'est pas la Vierge. Parce que, comme vous le savez, les signes du zodiaque se suivent et ne se ressemblent pas. Quelle est la dynamique du lion? C'est la puissance, le rayonnement du moi. C'est le moi-je. Je parlais tout à l'heure de l'enfant roi. Ce sont les talents personnels, la créativité, la beauté, la création, tout ce qui brille. Hein, donc, je ne qualifie pas en positif ou négatif. L'aisance sociale. Vous connaissez cette répartie d'Alexandre Dumas qui était Lion ascendant Lion. Et un soir où on l'avait invité à un grand dîner dans Paris, quelqu'un s'approche de lui à la fin du repas et lui dit Maître, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Et il répond écoutez, heureusement que j'étais là, sinon je me serais ennuyé. Et voilà, donc ça c'est un peu Lion, vous voyez, dans la dynamique. L'éclat, le prestige. En fait, la dynamique du lion, c'est l'abondance, c'est l'expression, je dirais, poussée à son maximum des qualités et des capacités individuelles. Alors évidemment, ce sont aussi les amours, ce sont aussi les enfants comme créatures et créations, c'est le théâtre, le jeu, les loisirs. Donc vous voyez, c'est un autre monde que celui de la Vierge. Et donc, du coup, pourquoi devenir soi à l'ère du Verseau? C'est parce que, de mon point de vue, tant qu'on n'a pas incarné la dynamique que l'on porte individuellement, tant qu'on ne s'aime pas suffisamment soi-même, tant qu'on, allez, soyons fous, tant qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, eh bien, il y a peu de chances qu'on trouve une place positive dans le collectif, parce que c'est ça la dynamique du Verseau. C'est que pour pouvoir trouver sa place dans le collectif et dans la communauté humaine, et Dieu sait si tous les humains ne sont pas tous faciles,
Eh bien, ça veut dire qu'il faut pouvoir être ancré en soi, et non seulement être ancré en soi, mais avoir cette capacité d'exprimer eh bien, ce qu'on ressent de meilleur de soi. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, Marie-Alix, passer la première diapo que je t'ai donnée? Alors, j'ai extrait ça de Dialogue avec l'ange. À un moment donné, donc un des quatre, peu importe, pose la question, y a-t-il un moyen sûr pour éviter de retomber dans mon petit moi, dans ma personne? Parce qu'il faut dire que les quatre, donc Gita, Lily, Anna et puis l'homme, comment il s'appelait, Peter, non, je ne me souviens plus, eh bien, était engagé sur un chemin spirituel, hein, et justement, un chemin spirituel qui est ouvert. Donc, ça veut dire qu'ils étaient dans la représentation que, effectivement, l'objectif de leur parcours spirituel, c'était de minimiser le moi pour accéder au soi, une autre dimension. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, voici ce que l'ange va répondre. Tu ne peux pas retomber dans la personne car tu es dedans. Vous êtes tous dedans. Il ne faut pas la quitter, mais l'élever. Votre plus grand trésor est cette personne. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Merci. Le bois se transforme en lumière mais ne se perd pas. Quel miracle que la personne, depuis des temps infinis, elle se forme et toi, enfant stupide, tu la détestes. Bon, c'est sûr que ça calait un petit peu les choses. Et voilà, donc là, je n'ai pas besoin des autres diapos pour l'instant, merci Marie-Alix. Voilà, donc c'est pour dire que ça, c'est une constante qu'on va retrouver, je dirais, dans tous les messages, j'ose dire, dans tous les messages et dans toutes les transmissions qui sont faites depuis des dizaines d'années concernant ces terres nouvelles. Le propos est toujours le même, ça veut dire que en tant qu'individu, nous avons notre libre arbitre, que rien ne nous est imposé, que nous avons la responsabilité de notre engagement et que, en tant qu'individu, nous sommes co-créateurs de notre monde. Et quand je dis de notre monde, visible ou invisible. Et donc, ça veut dire que tant que nous reculons par rapport à cet enjeu, eh bien, nous patinons. Nous patinons parce que, tout simplement, nous voudrions accéder à une réalité autre que celle dans laquelle nous nous trouvons, alors qu'en fait, y compris la dynamique spirituelle, s'ancre de manière fondamentale dans notre quotidien. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page. J'ai aucune idée de l'heure. Il est quelle heure? 30, c'est parfait. La planète maîtresse du Verseau s'appelle Uranus. En gros, quand on étudie un thème individuel, il y a une triade qu'il faut regarder si on s'intéresse à l'ère du Verseau, c'est le signe du Verseau, mais tout le monde n'est pas né sous le signe du Verseau, c'est la place d'Uranus dans le thème et c'est la maison 11, qui est en analogie avec le 11e signe qui est le Verseau. La particularité donc du Verseau, c'est que sa planète principale, qui auparavant était Saturne, se trouvait maintenant Uranus, et Uranus fait partie des 3 planètes qu'on appelle transpersonnelles dans un thème. Transpersonnelles, c'est-à-dire ce sont des énergies qui dépassent les enjeux individuels. Donc, il y a Uranus, il y a Neptune et il y a Pluton. Ça veut dire que quand dans un thème, je vois que deux, 2 planètes transpersonnelles sont bien marquées,
généralement, je dis à la personne, il y aura dans votre vie, et il y a des choses qui vont se passer que vous n'aurez pas choisies ni préméditées. C'est-à-dire où vous aurez l'impression qu'à ce moment-là, vous ne tenez plus vraiment la barre et que vous vous retrouvez dans un mouvement que vous n'aviez pas forcément pressenti. Donc, ces trois énergies transpersonnelles, en fait, sont très liées à la dynamique du Verseau, mais en particulier Uranus. Alors, pourquoi Uranus ? Ou plutôt en quoi Uranus est important? C'est qu'Uranus est probablement l'énergie transpersonnelle la plus proche de la matière. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'on peut comparer au laser, c'est-à-dire qu'il peut transpercer la matière et la transformer en un instant s'il le faut. Donc, je pousse un petit peu le bouchon, mais pas plus que ça. Donc ça veut dire que c'est une énergie extrêmement puissante et lorsqu'elle est marquée dans un thème, alors comment est-ce qu'on va repérer le fait que Uranus occupe une position particulière dans un thème? Eh bien, lorsqu'Uranus se trouve proche d'un des quatre axes du thème, donc l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, ou alors en conjonction avec le Soleil, la Lune ou le maître d'ascendant. Donc ça, ce sont voire les nœuds de la Lune. Mais voilà, ce sont les conjonctions aux angles du thème et puis conjonctions au Soleil et à la Lune. Et si je devais, et en préparant cette intervention, il y a un mot qui m'est venu et qui, je trouve, correspond tout à fait à la dynamique uranienne. C'est le mot provocation. Évidemment, il suffit de séparer pro et vocation et on a tout de suite la signification profonde de la dynamique uranienne. C'est-à-dire que c'est une énergie qui ne supporte aucune limitation, en tous les cas à certains moments. Donc, à la fin, je vous proposerai, je montrerai quelques thèmes d'exemples, mais ça veut dire que des êtres marqués par l'énergie uranienne, de toute façon, à un moment donné, ils vont faire péter les quatre. Et ça va aller donc de quelque chose d'une marginalité à une dynamique qui fait qu'à un moment donné, presque sur un coup de tête, on peut changer complètement de voie ou de direction. Ce qui veut dire que, en fait, Uranus est très lié à cette notion de réforme, de transformation. Prenons la Révolution française, puisque j'y faisais allusion tout à l'heure. C'est vrai qu'en quelques années, la société française a été bouleversée, même si ensuite ça ne s'est pas fait de façon linéaire. Mais ça veut dire que c'est une énergie qui va aussi bien favoriser les prises de conscience que le génie, une forme de génie. Alors, pourquoi? Parce que dans le mot provocation ou provoquer, l'étymologie latine provocare, vocation, c'est l'appel. Je connaissais quelqu'un qui disait comment tu t'appelles et qu'est-ce qui t'appelle? Et donc, l'énergie uranienne, c'est la provocation, mais en fait, la rébellion pour aller vers ce qui m'appelle. Et donc, du coup, et ça aussi, c'est une évolution très forte, je trouve, de la période actuelle, c'est que les capacités individuelles, eh bien, ne sont pas forcément liées, je dirais, à l'éducation reçue par la personne, ne sont pas forcément liées à l'influence et à l'imprégnation du milieu familial. Ce qui veut dire que ça mobilise du coup une autre chose, c'est de dire qu'un enfant qui naît, eh bien, il a déjà des capacités innées. Ce qui veut dire que, effectivement, à partir du moment où j'observe un enfant, j'observe un frère et une sœur ou des frères et des sœurs, eh bien, je m'aperçois qu'en fait,
ils possèdent très rapidement leur propre personnalité, leur propre dynamique et potentiellement leur propre génie. Alors, je n'ai pas voulu l'intégrer là dans la présentation, en tous les cas dans les thèmes tout à l'heure, mais nous avons un prix Nobel de physique qui va recevoir son prix bientôt à Stockholm. Et quand vous lisez son histoire, en fait, il est né dans un village qui n'existe pas dans le Doubs, ou je ne sais pas, en Franche-Comté, dans un milieu où, dit-il, à l'époque, on en était encore à cultiver avec les chevaux, enfin, je veux dire, et cette personne-là, en fait, est devenue un des plus grands physiciens mondiaux. Et vous pouvez dire que, ce n'est pas son environnement familial qui l'a poussé à ça, et deux, il a manifesté très tôt des aptitudes très supérieures à la moyenne. Ça c'est la dynamique uranienne. Et pour boucler sur Uranus, en fait, Uranus ayant un cycle de 84 ans, les grandes étapes du cycle uranien marquent généralement des moments de changement et de transformation significatifs pour la personne concernée. Alors, maintenant, comment l'appliquer? Qu'est-ce que je peux vous proposer ou vous présenter comme élément pour justement devenir soi, puisque c'était aussi l'objectif de cette présentation. Est-ce que tu veux passer, s'il te plaît, la diapo suivante? Une citation de Sri Aurobindo que j'ai choisie. Alors, d'abord, parce que Sri Aurobindo fait partie des êtres précurseurs, même en 2 mots, c'est-à-dire en étant très intégré à sa tradition hindoue. En fait, je veux dire, il a beaucoup écrit sur la Bhagavad Gita, par exemple, et en même temps, il a produit des œuvres majeures sur le monde à venir et sur l'évolution future de l'humanité. Et il dit ce que doit être la préparation à la transformation supramentale. Comme ça, d'abord une maîtrise croissante sur sa propre nature, ça Marie-Alix pourrait nous en parler, puis une participation de plus en plus consciente à l'action de la supranature. Donc ça veut dire que, en fait, pour moi, aujourd'hui, à l'ère du Verseau, nous avons notre existence poursuit un enjeu qui est le suivant, c'est-à-dire que nous sommes engagés sur un double niveau de réalité. D'abord, nous sommes engagés dans la vie normale, entre guillemets, et en même temps, que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes connectés à un autre niveau de réalité. Et que cet autre niveau de réalité se manifeste plus ou moins à certains moments, parfois de façon assez bruyante, mais ça veut dire que cet autre niveau de réalité, pour peu que nous ayons un minimum d'attention, d'observation à notre environnement, eh bien, nous allons voir que cet autre niveau de réalité se manifeste et finalement nous donne une certaine place par rapport à la marge du monde. Et cette place-là, en fait, elle est liée au départ, en priorité, à notre mission, à ce que nous pouvons offrir de mieux ou de meilleur à notre environnement. Donc, ça veut dire une connaissance de nous qui est suffisante pour qu'à un moment donné, on puisse effectivement aller non pas vers une dissociation entre ma personnalité qui tous les jours va au travail et finit par s'ennuyer, et une autre partie de soi
qui assistent à des séminaires voilà, et à des activités beaucoup plus significatives et beaucoup plus nourrissantes, mais finalement, pour arriver à un être qui soit beaucoup plus unifié. Est-ce que tu peux me passer la diapo suivante, s'il te plaît? Oui, alors celle-là, ça va être rapide. Donc, tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Donc, ce que j'ai appelé le mandala du développement personnel. En fait, pour moi, donc, dans mon expérience de coach, en fait, nous sommes confrontés à quatre grandes équations à résoudre en termes de développement personnel. Ce qui veut dire qu'on a toute la vie pour ça et c'est juste. D'abord, ma personnalité, c'est-à-dire la naissance à soi. Faire avec soi, faire avec ses capacités, se découvrir au fur et à mesure des expériences, prendre conscience de ses capacités, mais aussi de ses limites. Eh bien, évidemment, tout ça, enfin, personnellement, à 30 ans, j'en étais encore qu'aux prémices. Évidemment, en face, il y a ma relation aux autres. C'est-à-dire que ma capacité à trouver ma place, ma capacité à m'affirmer. Si je n'avais pas fait des stages d'assertivité, j'étais quelqu'un qui était incapable de dire non aux autres, ce qui, à certains moments, est quand même embêtant. Donc, ça veut dire qu'il a bien fallu qu'en termes d'apprentissage, eh bien, je puisse, à un moment donné, me positionner de façon plus juste vis-à-vis des autres, que ce soit mes proches, que ce soit des gens au travail, etc. Ma famille et mes racines, c'est-à-dire là encore, nous sommes dans un paradoxe, c'est-à-dire que est-ce que j'ai choisi ma famille? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais en tous les cas, mes racines. Ça veut dire que là, je suis à la fois dans l'héritage, et l'héritage, je dirais, en termes d'histoire de vie, ça couvre les parents, mais ça couvre aussi les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Et on voit comme ça des espèces de fils conducteurs, notamment sur le plan de l'activité, sur le plan professionnel, qui sautent une génération pour ressurgir dans une autre génération. Donc, quelle est ma conscience, justement, à la fois de mon héritage, mais aussi de ma différence, puisque les familles sont quand même aussi des lieux d'enfermement, enfin des espaces d'enfermement. Puisqu'à un moment donné, eh bien, l'éducation vise justement à créer un socle de représentation plus ou moins intéressant pour pouvoir ensuite aller dans le vaste monde. Et puis, mon travail, mes activités. C'est-à-dire, combien faut-il faire de travail ou d'activité pour finalement arriver à exprimer de soi ce qu'on estime avoir le plus de sens. Donc ça, c'est ce que j'appelle le mandala du développement personnel. C'est-à-dire, ce sont autant d'équations qui nous sont posées et évidemment, chacun eh bien, a ses propres limites et, je dirais, a ses propres travaux d'Hercule à effectuer. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, le mandala, c'est la carte, ici la boussole. C'est un schéma que je trouve extrêmement stratégique, c'est-à-dire ce sont les 4 fonctions d'orientation de Jung. Alors là encore, issu non pas forcément de son intuition, mais de son expérience, c'est-à-dire ce sont 4 fonctions que nous utilisons pour pouvoir nous repérer dans la matière. Alors, il y a un test qui s'appelle le MBTI qui permet de quantifier un petit peu l'importance de telle ou telle fonction. Disons que à l'expérience, nous avons tous une fonction dominante et une fonction auxiliaire qui sont, je dirais, nos principaux bâtons pour avancer dans l'existence. Donc, je vais prendre mon cas puisque je le connais bien, pour moi, c'était intuition et sentiment.
ce qui à l'âge de 20 ans, lorsqu'il s'est agi pour moi de trouver une orientation, et ce n'était pas facile, parce que finalement, intuition, sentiment, c'est peut-être le mélange qui est le moins factuel et le moins concret. Bref, toujours est-il que ces 4 fonctions sont comme les 4 pieds d'une chaise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience qu'il y a telle ou telle fonction qui est insuffisamment développée en soi, et encore une fois, au départ, on va aller vers des fonctions qui nous sont les plus accessibles. Mais je dirais c'est impossible de les développer toutes en même temps pour une bonne raison, c'est qu'elles sont à peu près opposées en termes de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui raisonne par la pensée, qui prend des décisions par la pensée, c'est-à-dire à partir de logique froide, évidemment, n'a pas la même vie que quelqu'un qui prend des décisions sur un mode affectif et chaleureux. Oui, si votre enfant vient vous voir en disant bah, « Tiens, j'ai pas eu le temps de faire mon devoir, est-ce que tu peux me le faire à ma place ?» C'est un classique. Sur la pensée, il n'en est pas question, etc. Et tout le monde en a un, pop, et sur le sentiment, mon pauvre chéri, bon, ben, finalement, je vais le faire. Vous voyez, c'est un petit peu caricatural, mais voilà, on ne peut pas développer tout en même temps. Idem pour la sensation, qui est la capacité de percevoir les situations de manière factuelle et l'intuition. Donc, ça veut dire que déjà, le mandala du développement personnel et les 4 fonctions sont, de mon point de vue, des grilles intéressantes pour pouvoir, en tous les cas, se positionner en termes de développement personnel. Ajoutons à ça que, par rapport à ce que disait Sri Aurobindo, c'est que le fait, et là je vais introduire autre chose, la deuxième planète maîtresse du Verseau que j'ai laissée derrière de façon éhontée, c'est Saturne. Saturne, c'est l'intériorité. Donc ça veut dire que, en fait, nous allons pouvoir d'autant mieux nous positionner dans la vie de tous les jours si nous développons, je dirais, un monde intérieur, une capacité de gestion de nos émotions qui vont nous permettre eh bien, de pouvoir avancer et être dans l'interaction de façon suffisamment qualitative, dans un monde et dans un environnement où aujourd'hui, je dirais, vous savez mieux que moi, enfin, il y a très peu de retenue dans les échanges que nous pouvons avoir avec les autres. Et c'est là, par exemple, où un site comme HomeLive a une fonction fondamentale. C'est-à-dire que, en fait, dans la dynamique du Verseau, les autres, l'extérieur sont fondamentaux, mais évidemment, pour ne pas se perdre dans l'extériorité, eh bien, Saturne, en fait, rappelle que c'est justement par ce travail d'intériorisation qu'à un moment donné, on peut avancer de façon satisfaisante. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis après. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'avancer aussi par rapport à cette double nature que j'ai évoquée, c'est-à-dire le fait qu'on est engagé sur un chemin quotidien, très concret, et en même temps qu'on est connecté à un autre niveau de réalité. Alors, là, j'ai pris Alexandra Davinil parce que c'est une figure de référence pour son époque et même pour aujourd'hui. Vous voyez que dans un thème comme ça, je ne regarde même pas de quel signe elle est, ascendant, etc. et tout. Je fonce directement sur les angles du thème et je vois que
au milieu du ciel, tout en haut, il y a une planète qui s'appelle Uranus qui trône sur le thème. Alors en plus, si je vois que l'autre planète transpersonnelle qui s'appelle Neptune est sur le descendant, je me dis, cette personne-là, elle ne va pas avoir un parcours tout à fait ordinaire. Bon, j'aurais pu me tromper, mais en fait, j'ai la réponse, non, elle n'a pas eu un parcours ordinaire. Donc ça veut dire que, en fait, la carte du ciel, en fait, c'est en quelque sorte une espèce de carte de carte de route, de carte de navigation, qui ne veut pas dire que tout est écrit et que tout est marqué. Non, non, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une structure et que cette structure, d'abord, j'ai une certaine marge par rapport à elle, mais que cette structure, probablement, rejoint l'idée de synchronicité qui est l'autre élément fondamental de nos parcours. C'est quoi la synchronicité? C'est que, et effectivement, dans une perspective astrologique, eh bien, le moment de la naissance a une signification fondamentale et la synchronicité, ça veut dire que, eh bien, s'il le faut, il y aura des éléments qui vont venir retarder ou accélérer la venue de l'enfant parce que, évidemment, le moment de la naissance, eh bien, le positionne à travers la carte du ciel dans une certaine structure symbolique. Et donc, les synchronicités, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sont fondamentales dans la dynamique du Verseau. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est comme un flipper, c'est-à-dire ce sont des lumières qui, à un moment donné, s'allument et viennent m'interpeller, ou en tous les cas, attirer mon attention sur quelque chose qui est important pour moi. Donc, ça veut dire que les synchronicités font partie intégrante de cette relation vivante et présente de cet autre niveau de réalité dans nos existences. Et que, en fait, souvent le problème, entre guillemets, de personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir beaucoup de synchronicité, c'est en fait un problème d'attention. C'est un problème d'observation. Parce que la synchronicité, ce n'est pas forcément un grand panneau lumineux qui s'allume devant soi. Ça peut être un oiseau qui se pose à un certain moment à une certaine place. Ça peut être tout. Hein. Vous savez que si on va vers les synchronicités, chez les Tibétains, par exemple, une des premières questions qu'on pose à la famille de l'enfant qui a été reconnu potentiellement comme l'incarnation d'un nouveau lama, on demande à la famille, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pendant la grossesse ou au moment de la naissance? Et les animaux, par exemple, jouent un rôle très important dans cette dynamique-là. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que les animaux, ça peut être aussi dans le ciel, ça peut être aussi des bruits qui ont été entendus. Donc tout ça, ce sont les manifestations de synchronicité. J'avais mis de côté une citation de la Bhagavad Gita que j'aime beaucoup, avec la traduction d'Aurobindo qui dit « Mieux vaut sa propre loi d'action, même imparfaite, que la loi d'action d'autrui, même bien appliquée. Il est dangereux de suivre la loi d'action d'autrui. » La Bhagavad Gita, c'est quand même, ça remonte à un certain temps. Un petit peu pour boucler cette présentation, je voudrais revenir sur quelques points. D'abord, peut-être que le concept, je dirais, le plus intéressant pour comprendre aujourd'hui un parcours, c'est le concept d'individuation, de processus d'individuation. C'est-à-dire que on peut dire que le processus d'individuation correspond à une seconde naissance de la personne. C'est-à-dire que c'est le moment dans un parcours où naît la conscience d'une singularité qui demande à être reconnue.
Et cette singularité, finalement, cette reconnaissance-là, elle est aussi importante que le fait de manger, de boire ou de respirer. Et donc là, la personne rentre dans un processus d'individuation conscient qui est, je dirais, un parcours solitaire. Solitaire, mais non isolé. Solitaire parce que finalement, il n'y a que nous qui pouvons prendre certaines décisions dans certains moments importants. Et que, ben, quelle que soit l'affection qu'on porte à des personnes autour de soi, en fait, on ne peut pas reculer, et si on recule, de toute façon, ce ne sera pas pour mieux sauter. Donc, ça veut dire que cette responsabilité-là, en fait, ce processus d'individuation, il nous amène sur un chemin qui est le chemin du non-connu. Le non-connu, puisque ça veut dire qu'on peut être amené à vivre des choses qu'on n'aurait jamais imaginé être capable de vivre ou de faire. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on devient effectivement strictement co-créateur, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on met d'engagement, d'énergie, de volonté, d'aspiration, d'idéal, et puis il y a aussi tout ce qu'on est capable de recevoir comme information, comme ressources, comme messages, comme signaux. Voilà. Et du coup, effectivement, bon, il peut y avoir une forme de magie, c'est-à-dire que les événements sortent de l'espace-temps tel qu'on le connaît et on rentre dans un autre espace-temps qui est caractéristique de l'ère du Verseau. Voilà. Merci Christophe, c'était passionnant. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Ah bah oui, j'ai C'est bien le fait moment d'arrêter, il est de... 59. Hein. Voilà, c'est le moment de poser vos questions. Alors, j'avais déjà une première question. Comment peut-on faire pour être à la fois surfer sur les deux réalités mentales, supramentales, et dans les deux dimensions, sans se dissocier? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire, c'est enregistré là, je peux. Oui, oui, c'est enregistré. Tu C'est peux répondre. enregistré, donc je vais répondre de façon docte. Et je dirais que quand on se situe dans cette perspective-là, tout est apprentissage. C'est-à-dire que je vais repartir un petit peu en arrière. Quand j'ai commencé dans la formation pour adultes dans les années 80, on considérait encore à l'époque qu'un adulte à 30 ans était un produit fini. C'était un produit fini, il s'était formé, il avait passé un diplôme, il avait un travail, il avait fondé une famille et roulé jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes dans des trajectoires où, en fait, nous sommes en apprentissage permanent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de certitude, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des croyances fortes qui font qu'on tient quand même debout. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un moment donné dans un parcours où on sent que il y a une dissociation qui apparaît, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'existait pas, c'est que là elle devient consciente et elle émerge. C'est-à-dire que on se sent tiré, on se sent tiré d'un côté et qui correspond pas tout à fait aux routines qu'on a mises en place et dans lesquelles on vit. Je vais vous dire, on se retrouve dans des situations où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, poliment. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je veux dire, ça veut dire j'ai rien à faire là. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là ne sont pas intéressants, ça veut dire que
dans ma dynamique à moi, là n'est pas ma place. Là n'est pas ma place. Et donc, ça veut dire qu'il y a un passage, il y a un sas qui est tout sauf facile et tout sauf confortable, puisque c'est le moment où on va commencer à poser, voire à imposer des besoins dont les autres ne veulent pas forcément. Et ce que je veux dire en termes de coaching, il y a forcément le moment où vous dites, eh bien, tiens, j'aimerais aller le mercredi soir au cours de yoga ou assister à la séance de ma méditation en visio avec Marie-Alix, là, et là, comme par hasard, eh bien, qui va faire à manger? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà. Voilà. Et là, effectivement, vous comprenez que le processus d'individuation est à la fois sous-tendu par le libre arbitre, mais aussi par un minimum de confiance en soi et de foi. Et de foi dans le sens où vous avez le sentiment à ce moment-là d'être dans le juste. Dans le juste. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans le juste, eh bien ce juste-là, il est juste pour tout le monde. Et que si à un moment donné vous dites non parce que quelqu'un vous demande quelque chose, eh bien peut-être qu'ensuite cette personne-là va s'apercevoir que finalement elle vous avait pris parce que c'était la solution la plus facile, mais que comme vous avez dit non, autre chose s'est présentée qui était finalement beaucoup plus intéressant. Donc ça veut dire que cette nouvelle naissance, en fait, l'individuation, c'est une naissance à soi, mais soi avec un grand S. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce passage où, effectivement, il y a une dissociation, c'est-à-dire cette dissociation, elle n'est pas intérieure, elle est liée à comment je vais incarner et intégrer ces deux facettes de moi dans mon quotidien et dans ma vie, dans mon existence. Est-ce que ça répond à peu près, je ne sais pas qui a posé la question, est-ce que ça répond à peu près bon. Oui, c'est Isabelle qui a posé la question. Ouais. Ensuite, j'avais une autre question aussi. Au-delà du thème astrologique, on est tous appelés à vivre l'ère du Verseau avec ses qualités, ce qu'elle nous porte. Alors que dans un thème, quand on n'a pas les planètes, quand on n'a pas Uranus et Saturne, ou en fonction de leur positionnement, de toute façon, on est appelés à vivre cette ère du Verseau, tous. Oui, oui. Et la question, c'est quoi? Et la question, c'était comment faire en fonction du thème si on n'a pas ces planètes ou si elles sont pas très dominantes ou... Alors, on est quand même porté par une énergie globale au-delà du thème individuel. Oui, alors ce qui peut varier, c'est que d'abord, si le Verseau ou Uranus sont fortement connotés dans le thème, ça veut dire que c'est une énergie qui vous anime fondamentalement. Après, imaginons que dans votre thème, ni le Verseau ni Uranus ne sont pas dominants. De toute façon, ce sont des énergies qu'on a en soi. Peu importe, ça veut dire que d'abord, il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez ou Neptune ou Pluton, c'est-à-dire autres planètes transpersonnelles, qui sont très marquées dans votre thème. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la dimension transpersonnelle va se colorer différemment pour vous dans votre parcours et dans votre trajectoire. Donc, ça veut dire que de toute façon, faire un chemin en développement personnel, je dirais profiter des conférences d'Homme Live comme de ce que tu peux proposer toi Marie-Alix. Je dirais, de toute façon, ce sont des éléments qui permettent de s'adapter au changement.
au changement de décor dans lequel nous sommes inscrits. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, en fait, la différence se joue au niveau de la conscience. Je n'en ai pas parlé, mais je vais en dire un mot. Il y a à l'heure actuelle un courant très important aux États-Unis, mais en fait dans le monde, qui est la nouvelle science de la conscience, c'est-à-dire des scientifiques de haute volée qui aujourd'hui produisent des travaux sur la conscience qui serait une énergie constitutive de l'univers, au même titre que la lumière. Alors évidemment, il y en a qui hurlent en disant ça n'existe pas, mais imaginons que ça existe, parce qu'ils ne sont pas complètement demeurés. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire en termes de développement personnel, tout ce qu'on va faire en termes de connaissances, d'ouverture à d'autres logiques, tout ça va nourrir cette capacité à être dans le monde, mais à avoir aussi cette capacité éventuellement à accompagner d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on est dedans et il y a une partie de nous qui, par la conscience, est aussi à côté, en dehors. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde, il est comme il est, il n'y a aucun problème, mais il y a une partie de nous qui est éternelle, qui est dans l'espace, et l'espace, il n'a pas de limite. Donc, ça veut dire que ce soit Uranus ou Neptune ou Pluton qui nous pousse, ça peu importe. Ça veut dire l'importance, c'est qu'on avance dans ce chemin de conscience-là. Ouais, merci beaucoup. Merci Christophe. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez-en parce que On va tous aller regarder notre thème pour voir où est bon. situé Uranus, sont situés Uranus, Saturne. Alors j'en avais. Tiens, si tu peux passer les autres thèmes, ça va être rapide, on va faire le. Enfin, sauf si vous avez un potage sur le feu, mais sinon voilà. Donc la suivante, donc Françoise Dolto. Eh bien, on voit qu'Uranus est exactement sur la pointe du descendant et en plus, elle a Neptune sur l'ascendant. Avec Neptune, Françoise Dolto était une psychanalyste qui affichait ouvertement son adhésion à l'Évangile et son identité chrétienne, ce qui dans le milieu psychanalytique, si vous voulez, était quand même une exception. Mais elle n'avait peur de rien et c'était. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît? Alors, Marie Curie, pourquoi j'ai choisi Marie Curie? Parce que très grande scientifique, une femme exceptionnelle, eh bien, elle a Uranus sur le descendant. En fait, qu'Uranus soit sur l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant ou le fond du ciel, n'a pas beaucoup d'importance. Ça a de l'importance par rapport au domaine dans lequel Uranus va plutôt s'exprimer, mais là, l'idée, c'est que c'est une uranienne. Si vous avez Uranus qui est proche d'un des pôles, d'un des axes du thème, ça veut dire que vous avez une dynamique uranienne qui fait partie de vos énergies dominantes. Suivante, si tu veux. Alors, je choisis Jeanne Guéné, qui est une femme qui était infirmière et qui a fait pendant 12 ans des voyages dans l'astral. Alors, donc une femme qui vivait à Cusset, ben voilà, donc dans un endroit où on va rarement, mais c'est pour dire que c'est une femme tout à fait ordinaire, mais qui, avec Uranus à l'ascendant comme par hasard, Neptune aussi au descendant, s'est trouvée engagée à un moment donné dans un parcours qui était à la fois un parcours de connaissances. Hein, elle a été beaucoup marquée par Gurdjieff, enfin par enseignement, un fragment d'un enseignement inconnu de Ouspensky sur Gurdjieff.
Voilà, et par des expériences personnelles qu'elle a faites. Elle a créé une association, elle a aidé beaucoup de gens malades. Voilà. Et donc, j'ai passé les dames en premier. On va passer donc Jung. Alors, vous voyez que Jung, lui, c'est Uranus est conjoint au Soleil, donc il y a 11 degrés d'écart. Voilà, donc en fait, Jung est un Uranien. Voilà, de par la conjonction du Soleil à Uranus. Hop. James Hillman, vous ne le connaissez peut-être pas, il a écrit un livre remarquable sur le génie des enfants. Et en fait, il s'est formé à la psychanalyse en Suisse, dans le cercle jungien. C'était un iconoclaste. Voilà. Un des termes clés pour certains natifs uraniens, c'est iconoclaste. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas de renverser toutes les statues, et Dieu sait s'il y en a. Donc, vous voyez, il a Uranus exactement sur le milieu du ciel. Voilà, James Hillman, voilà, je vous conseille son livre sur le daemon. Et puis, voilà, et puis Milton, voilà, pour terminer, Milton Erickson, grand monsieur de la psychothérapie, de l'hypnose ericksonienne. Génie parce que c'est quelqu'un qui a mis en œuvre des stratégies thérapeutiques que personne n'aurait osé faire en 2 mots commençants. Et donc, un génie. Voilà, et donc là, on voit qu'il a le Soleil à 12 degrés Sagittaire et qu'il a Uranus à 16 degrés Sagittaire. Voilà. Donc, j'en ai quelques autres en magasin. Et puis, oui, pour terminer, Arthur Conan Doyle. Alors, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que Conan Doyle a fait la guerre. Voilà, donc c'était un aventurier. Enfin, il a vécu d'aventure suite à la guerre. C'était un médecin. Il est devenu écrivain. Il a connu une notoriété mondiale avec Sherlock Holmes. Et quand il a découvert le spiritisme, il a consacré les 20 dernières années de sa vie à défendre et à porter le spiritisme dans le monde entier. Il a fait 2 ou 3 fois le tour du monde pour porter le spiritisme. Et évidemment, avec tout ce que ça remettait en cause par rapport à sa notoriété de médecin, d'écrivain, enfin voilà, certains s'inquiétaient sur sa santé mentale. Et en fait, c'est un monsieur qui n'a il avait peur de rien et donc il a défendu bec et ongle le spiritisme contre eux, enfin, voilà, par rapport à toutes les attaques dont il a été l'objet, et on voit qu'il a un soleil conjoint à Uranus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'énergie uranienne, elle n'est pas provocatrice pour provoquer, mais pour appeler. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Merci Et à puis, tous. donc juste un petit mot, je pense faire l'année prochaine une intervention sur les intelligences multiples et le coaching transpersonnel, mais pas dans la même séance. Non, Voilà. non, pas, les intelligences multiples, c'est déjà bien complet en soi. On Voilà. vous Et enverra sur le coaching transpersonnel, toutes les informations. dont je suis un des créateurs. Voilà. Voilà. Et puis, vous pourrez Bon, ben, écoutez, retrouver cette merci conférence. et bonne soirée à toutes et à tous. Oui, merci à tous. Très bonne soirée.